Bonsoir, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Je me présente pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Michel Picot, journaliste à BFM Business. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est la dernière plénière de ce FIC 2015. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que le cyberespace se joue des frontières et accélère la dilution de la souveraineté étatique. Pourtant, depuis l'affaire Snowden et encore plus, peut-être après les attentats à Paris, la notion de souveraineté numérique est au cœur des débats. Le cyberespace est-il capable de s'auto-réguler ou au contraire, faut-il le réguler ? Et puis, comment arriver finalement aussi à conjuguer liberté, souveraineté, confiance? Ce sont des termes que nous avons abordés ce matin. Et puis, il y a d'autres points que nous aborderons. Les technologies ne sont-elles pas plus fortes que la réglementation? Et puis, les États, finalement, n'abusent-ils pas? C'est une question que l'on posera notamment à un invité. Il s'appelle Duncan Campbell. Bonsoir. Cet homme est un journaliste d'investigation et c'est lui qui a révélé au grand jour Echelon notamment. Et il nous en parlera tout à l'heure et il nous dira un petit peu quelle est la situation aujourd'hui. Je vais vous présenter nos autres invités et l'occasion de planter le décor autour de cette question souveraineté numérique, vrai ou faux débat. Je vais commencer avec vous, Laure de la Rodière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député de la 3e circonscription d'Eure-et-Loir. Vous êtes spécialiste de toutes ces questions de cybersécurité, vous intervenez très souvent sur ce sujet. Si je vous pose cette question comme ça, directement, juste pour planter le décor, souveraineté numérique, vrai ou faux débat? Vrai débat, essentiel comme débat, puisque tous les enjeux du numérique, qu'ils soient économiques, qu'ils soient éthiques pour la défense de nos valeurs, qu'ils soient de sécurité, se plongent d'emblée au niveau mondial, puisque Internet est mondial. Donc comment un pays peut-il défendre ses idées, ses valeurs, Sa liberté, ses libertés aussi, libertés, bien oui. évidemment, son économie dans un cyberespace mondial. Donc oui, vrai débat. Oui. Et le débat portera sur quelle dose de souveraineté, effectivement, mais ça fera partie de Et comment? Et comment? Et comment on va y arriver, bien entendu. Je voudrais saluer Gwendal Rouillard. Bonsoir. Bonsoir. Député de la 5e circonscription du Morbihan, secrétaire de la commission de la défense nationale des forces armées à l'Assemblée nationale. Tiens, je vais vous poser cette même question pour planter un petit peu le décor pour commencer. Vrai débat. La France est vulnérable, nos concitoyens sont vulnérables, nos entreprises sont vulnérables, l'État et les acteurs publics sont vulnérables. Et depuis 2 jours, en rencontrant les entreprises, nos concitoyens au fil des allées, je comprends que ce constat est partagé. Et pour autant, la France est mobilisée depuis plusieurs années, en particulier au travers de sa loi de programmation militaire. Ça a fait l'actualité aujourd'hui au Conseil de défense pour définir la stratégie, préciser les outils, les moyens humains et matériels pour répondre aux défis qui sont devant nous. Si on peut partager un message, je le dis en introduction pour ces 2 jours, en harmonie avec ma collègue Laure, c'était le sens de son propos, la sécurité, c'est la condition de la liberté. Je le dis parce que, encore aujourd'hui, j'entends dire que la sécurité est une contrainte à la liberté, et en particulier la liberté d'entreprise. Et ce qu'il faut bien comprendre, je pense aujourd'hui, après les attentats a fortiori, c'est bien que la sécurité est la condition de la liberté, de notre liberté. Vous avez bien fait de le dire parce qu'on a vu plusieurs tweets. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez envoyer des tweets @PaulPO2L, un espace FIC15. Et les tweets que nous avons reçus dans ces différentes plénières font état d'une volonté, d'une sorte, pas de régulation, mais au moins d'un cadre, on va dire, sécurisé, pour utiliser mais avec cette crainte aussi d'avoir trop d'une chape de plomb et un frein à la liberté. Voilà, c'est pour ça. Vous avez bien fait de le dire, c'est pour ça que je voulais... Je comprends cette interrogation. C'est au cœur des débats et ça va être au cœur des discussions au mois de juin, puisque le président de la République a annoncé aujourd'hui que nous allons revoir la loi de programmation militaire, parmi d'autres sujets. Et donc je comprends bien la préoccupation. Et en même temps, chacun doit bien comprendre que 2015, nous allons franchir une étape pour améliorer nos dispositifs de sécurité. Et le débat, effectivement, où mettons le curseur, ce sera l'essence même du débat. Exactement. Je voudrais saluer Bernard Ourgalian. Bonsoir. Bonsoir. Directeur sécurité informatique chez Microsoft. Allez, même question. Vrai ou faux débat finalement? Oui, bien sûr, vrai débat. Je pense que la question de la souveraineté, à la fois pour chacun des États qui vit aujourd'hui dans un monde
qui est un monde physique avec des frontières et un monde numérique sans frontières. Évidemment, la question de la souveraineté se pose. Lors de la Rodière abordait la question de la défense du patrimoine des entreprises, la défense de nos valeurs. Je pense que ces questions-là sont des questions tout à fait centrales. Et donc, je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui à l'ordre du jour d'abandonner ces prérogatives pour un quelconque État. Pour autant, c'est vrai que de très nombreuses questions se posent. Et ces questions, je pense qu'il est nécessaire d'impliquer l'ensemble de nos concitoyens dans ce débat, parce que ce débat, il a lieu non seulement dans ces murs, mais au-delà, dans la société civile, comme on l'appelle bien souvent. Et je pense qu'il est nécessaire aussi de faire en sorte que nos concitoyens soient armés pour répondre à ces questions. Quand je dis armés, c'est savoir pour pouvoir. Ce qui veut dire un travail de sensibilisation et puis finalement de mettre, j'ai presque envie de dire, tous les internautes, j'allais dire à contribution, c'est peut-être pas le terme, mais qui contribuent effectivement à... Je pense qu'en matière de sécurité, de temps en temps, on a une certaine tendance à vouloir dire qu'on a la possibilité de sécuriser une entreprise, la plus grande soit-elle, sans que les internautes aient, en tant que citoyens, un rôle à jouer. Mais c'est faux. À partir du moment où l'Internet, l'ensemble des machines sont interconnectées, il faut imaginer que la sécurité du moindre poste de travail, du moindre internaute, peut, par sa faiblesse, faire potentiellement peser une menace extrêmement importante sur le système d'information le plus protégé de la planète. Il suffit simplement de mobiliser des millions de postes de travail et c'est suffisant pour, à travers une simple attaque en déni de service, provoquer l'arrêt du plus grand État. Et il y a eu un certain nombre d'histoires qui montrent que c'est une réalité. Ouais, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais ceux qui utilisent leurs propres outils pour se connecter au réseau d'une entreprise, c'est une faille potentielle qui peut être très importante. Didier Trude, bonsoir. Bonsoir. Président directeur général de l'Imprimerie nationale. Pour planter le décor, et après nous donnerons la parole à Duncan Campbell, cette question qui est posée, souveraineté numérique. Alors vous, je pense que vous allez me dire vrai, vraiment. Non, mais j'allais dire, j'aurais aimé m'inscrire en disant non, faux débat. Non, c'est un vrai débat, d'autant que le cyberespace aujourd'hui est loin d'être arrivé en maturité. On parle beaucoup d'Internet comme un enjeu sociétal et politique. Internet, c'est aussi un enjeu économique et industriel très important, pour lequel, bien sûr, on est concerné au niveau national, on est concerné au niveau européen, et cet enjeu-là, il faut en discuter, et quelque part, puisqu'on en verra dans le débat, voir quelle législation il faut mettre autour de ça, parce qu'en tout cas, les entreprises qui aujourd'hui régissent ce domaine, on va dire, légifèrent aujourd'hui sans nous. Donc oui, c'est un vrai débat. Alors après, au niveau sécurité, effectivement... ma société milite, puisqu'on travaille énormément autour des données, et un des enjeux, et j'espère qu'on y reviendra, c'est bien la donnée et la donnée personnelle de nos citoyens. Et le débat est autour de cette donnée aujourd'hui. Eh ben on va aborder toutes ces pistes-là. Alors la question, effectivement, vous commencez un petit peu à l'évoquer, c'est cette dose de souveraineté, c'est ce cadre sécurisant finalement, mais efficace. Et puis il y a eu des abus que l'on a pu découvrir, notamment grâce à Duncan Campbell, qui a découvert le réseau, qui a mis au grand jour le réseau Echelon. Et Duncan Campbell, je vous laisse la parole. Thanks very much, Michel. I was asked by the organisers to review for the conference the significance for digital sovereignty of the historical debate we have had in Europe over the Echelon surveillance system and the significance of the subsequent and recent extensive revelations about internet surveillance in documents provided by Edward Snowden. In 1999 and 2000, the European Parliament and many national parliaments discussed reports on Echelon satellite surveillance, and there were then many resolutions and initiatives to improve the privacy and security of digital communications. They all fell to one side, these good plans, after the murderous terror attacks on New York and Washington in September 2001. The Echelon project was a system for intercepting Western civilian communication satellites, and only Western communication satellites, and only civilian, not military satellites. The Echelon project has often been misunderstood or exaggerated on the internet, but it is and was real, specific, and powerful. It was the only global
automated mass surveillance system prior to the late 1990s, when intelligence agencies started covertly placing optical fiber taps on global data highways. By then, too, the satellites targeted were, of course, digital and carrying both voice and data digital traffic. The present-day satellite monitoring is described in many papers released by Edward Snowden, but using the term ComSat, stands for Communication Satellite. The papers revealed that over 40 stations in 35 countries are run and are taking part in this surveillance, including what the English-speaking agencies called third-party countries, many of them European nations. In the last 2 days, it has been revealed in new Snowden documents published by the German paper Der Spiegel that the ComSat sites, including a major station at Menwith Hill in England, are part of a secret internet attack and malware networks operated by the National Security Agency of the United States and their British sister agency, GCHQ. One cover name, appropriately, is Turbulence, but there are many others in the documents. That station is part of a very large cyber attack system, which is now physically embedded and connected into internet cables and into dozens and probably hundreds of hacked routers around the planet. The attack systems have the capability of actively interfering with and changing the data traffic, passing through optical fiber cables in the United Kingdom and the United States, as well as allowing for large-scale, massive, passive monitoring and analysis. And according to the Snowden documents, the compromised routers are also used to shape, that is the word in English, internet traffic, either by copying selected traffic streams into so-called exfiltration routes back to agencies, or tampering with them to change them and inject malware or change vectors of various kinds. In the new revelations, we learn that malware in their language is called CNA, Computer Network Exploitation, and deliberate destruction, which is also in a large arsenal, is Computer Network Attack, CNR. That cyber war has already begun and has been underway for some years. If you want to read further into this, there is not enough time to talk about how every node and every edge of the internet has been interfered with and tampered, right down to the fundamental level of the security of algorithms. But please go to Der Spiegel or some of the other sites where you will find hundreds of new documents describing the methods, tools, and the determination of the attacks. Their technology is called Sessionizer. It grabs all the data and reassembles the internet transactions, indexing metadata and content. This is a large-scale version of what many of you would call DPI, but on a scale you could not comprehend. The British system is called Tempora. There is a distributed network for access called X-Keyscore, and according to one leaked GCHQ document, the number of transactions indexed into X-Keyscore in Britain alone in 2012 was 2 billion a day, or 700 billion a year. Those sort of numbers make even Google look small. And that system is targeted not on just on adversary states, but on all communications. In the specific case of France, there are interception points to collect this traffic in the British cities of Brighton, where I live, and Dover, the Channel port. When I first revealed the existence of the Echelon system in 1998, it drew no attention. It was not until 2000 that the existence of Echelon and mass surveillance on communications networks was widely discussed. But not then, everyone did not believe it, understandably. Most of those doubts have gone since the Snowden revelations began. And I am very happy to say here that final proof of the existence and purpose of the Echelon system has become available, thanks to Edward Snowden. The Snowden documents which describe how and why Echelon was built have not yet been published, but they will soon appear in the US online magazine The Intercept, which is managed by the journalists who first spoke to Mr. Snowden. The documents will confirm that the Echelon program was created in the mid-1960s
at the very height of the Cold War, and that programs and listening stations to monitor Western communications were begun with equal priority to the monitoring of communications of the Soviet Union, which seems astonishing. At the time, the United States feared that its activities in this way were a breach of its own domestic law as well as of international communications treaties. So the first station was built in England, where the regime is less difficult legally. And that system was used to provide surveillance of commercial communications and even of American citizens themselves, dissidents and leading public figures, campaigners against the then Vietnam War. According to the Snowden documents, the United States paid for the equipment in these satellite listening stations under something called the Echelon Agreement. Again, these documents should be published fairly soon. The use of satellites for communications and the fact that their signals from space went to many different countries but could be reliably intercepted from one single point in most cases, which appear to mean that national boundaries and sovereignty no longer existed. How can there be meaningful discussion of sovereignty when the communications are accessible or intercepted, taken anywhere and everywhere? Starting about 1968, although the communications links were analog, the early digital computers were used to sift and store the contents of telegraph signals and to analyze telephone traffic, all using keywords and target numbers. These technologies were unheard of in the public world then. Of course, they are ubiquitous now. The scale of extended surveillance almost is incomprehensible. There are whole countries whose entire telephone communications are recorded and held for a month and kept in databases to be listened to as desired. That sort of claim seems science fiction. If a journalist like me had made it a year or two ago, we would have probably been thought to be mentally ill, or at least paranoid. But it is not science fiction. The documents are there. You can look them up. Again, use a keyword, use Google. The code name is Mystic. The communications networks are not merely used to look for and attack terrorists, although, of course, they're used for that. Commercial and political communications are widely targeted, including allies. German technologies have been targeted and stolen, according to the documents. The energy ministries of countries like Brazil and Mexico have been ruthlessly penetrated using malware in order to get intelligence. Global trade and even climate change negotiations in London, Copenhagen, elsewhere have been targeted. But the most disturbing example of criminality was the 4-year-long attack by Britain's GCHQ and the Belgian communications company Belgacom, planting sophisticated malware on dozens of communications in an attempt to take ownership and control of their mobile radio networks and to exploit those in turn for surveillance and man-in-the-middle attacks. The damages have cost millions of euros, and it's not even clear that it's been fixed. Had these attackers come from the Middle East or China, there would have been calls for the criminals involved, because that is what they are, in these cyber attacks, to be extradited, tried and jailed. But there has been silence from the British and Belgian governments, raising more than challenging questions. And very sadly, events such as what occurred in Paris last week have quickly been exploited, again, most particularly by the British Prime Minister, to try and obscure and distract for the illegitimate cyber activities of the SIGINT agencies. The evidence, such as it is, of the British attacks on the murder of a soldier, the attacks in Boston, and what has been said, as I understand it, about Paris, actually undermine what the spy agencies seem to be calling for in terms of their wish to penetrate and break security across all of the networks that you and the people at this conference look after. The evidence in the British inquiry, and indeed in the remarks of the French ministry, seem to suggest that plain old human resources, staying close to targets, rather than breaking into everyone's communications and threatening for security for all, is the answer. And these certainly create global challenges that we are going to be facing and discussing in a new outbreak of what we called in the 90s the cyber wars. Cyber Wars 2 is back. Thank you. Merci beaucoup. Merci bien.
Bah dis donc, je pensais pas qu'on était encore toujours écouté par Boston et Douvres, où il y avait les grandes oreilles qui étaient là-bas. Voilà. Et puis quand on voit le nombre de collègues, ça pose quand même la question, et on va rentrer dans ce vif du sujet, mais c'est autant dans cette cybercriminalité, mais ça peut être aussi cette cyberguerre économique, hein, puisqu'on voit que les enjeux sont très importants. On va essayer d'aborder maintenant cette question de savoir quelle souveraineté finalement, quelle souveraineté numérique, quel dosage, quel est le juste milieu. Didier Trutt, par rapport à ce qui a été dit, puis votre regard là-dessus, quelle est votre analyse? D'abord, it's frightening, hein, Mr. Campbell, what you described. Et ça met tout l'angle quand tout à l'heure je dis l'enjeu géostratégique finalement et l'enjeu politique révélé à travers ces Wikileaks et les affaires Snowden. Je vais peut-être reprendre le début mais finalement quand on parle de souveraineté, est-ce qu'on est dans un cyberespace qui est arrivé à maturité? Alors quand j'ai préparé cette intervention, je m'étais dit non, pas tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire définitivement non. D'abord parce que c'est un espace qui est assez jeune, hein. Si on regarde l'Internet côté grand public, c'est 30 ans. 30 ans, si vous regardez ça par rapport à finalement d'autres technologies, que sont les technologies de l'aéronautique, des télécoms, de l'automobile, qui n'ont eu de cesse finalement d'évoluer, de se transformer depuis plus maintenant d'un siècle. 30 ans, c'est très jeune. Et j'ai l'espoir que finalement les avancées majeures derrière cette technologie, l'utilisation de technologie, soient plutôt devant nous que derrière nous. Maintenant, quand on prend les entreprises, j'ai dit qui régissent et qui dominent ce monde, les GAFA, aujourd'hui, c'est des entreprises qui, quelque part, sont restées très jeunes et agiles, on va dire, mais qui sont quand même toutes cotées en bourse. Elles pèsent, pour la plupart, plus de dizaines de milliards d'euros. On n'est pas dans les centaines de millions, dizaines de milliards d'euros. Et quelle est leur caractéristique? Elles ont su réinventer à chaque fois leur modèle économique. Citons l'exemple de Google. Google, un moteur d'algorithme de recherche, aujourd'hui investit dans tout ce qui est intelligence artificielle et demain, c'est pas déjà aujourd'hui, mais demain encore plus dans les objets connectés. Vous prenez Apple avec plus de 700 000 apps en 2014 sur leur site. Et on est encore au début de la dématérialisation. Alors on la voit, nous, par exemple, à travers la dématérialisation des contenus, que ce soit les contenus musique ou films. Mais la dématérialisation devant nous, finalement, c'est celle dans des secteurs plus stratégiques, la santé, la banque, où là, il va falloir des infrastructures un peu plus complexes qui vont mettre en jeu encore plus nos données personnelles. Et donc, je reviens sur la donnée personnelle. Aujourd'hui, elle est largement déjà utilisée et collectée, mais les données personnelles qui vont être en jeu demain, c'est encore plus de données, et cette fois-ci encore plus stratégiques vis-à-vis de nous. Et donc, quand on regarde tout ça et qu'on revient à la question, finalement, souveraineté numérique, vrai ou faux débat, heureusement qu'il y a de plus en plus une prise de conscience, finalement, des États qui commencent à se dire comment doit-on légiférer autour de l'utilisation de la donnée personnelle. Et on voit bien que cette législation ne peut pas se faire uniquement au niveau national, elle doit se faire à l'échelle d'Internet, c'est-à-dire à un niveau mondial. Voilà, Ce qui veut dire essayer de commentaires sur la maturité. L'heure de la Rodière, vous voulez rebondir? Internet est mondial, faire une législation mondiale sur les données personnelles au niveau mondial, ça me semble totalement utopique. Ça paraît compliqué, non? Donc, en revanche, je vous rejoins qu'on ne peut pas imaginer une régulation franco-française dans ce domaine-là, parce que sinon, on handicapera complètement le développement de l'économie numérique en France, alors que la France a été mise en avant, par exemple, au CES de Las Vegas il n'y a pas si longtemps, sur sa capacité à développer toutes ces nouvelles technologies, sa capacité à innover dans le domaine des objets connectés. Les objets connectés, naturellement, connectent beaucoup de données personnelles. Moi, les citoyens nous demandent plusieurs choses sur les domaines personnels. Ils nous demandent d'abord de garantir la protection de celles-ci. Vous avez tous en tête le scandale des mini-starlettes américaines, mini c'est pas très sympa, des starlettes américaines dont les photos intimes ont fuité sur le net. Elles ne s'étaient pas fait voler ces photos sur leur portable, elles ne s'étaient pas fait voler leur portable.
c'est l'hébergeur qui s'était fait pirater ses photos intimes. Ça, c'est pas tolérable. Quand on héberge nos données personnelles dans un cloud, qu'il soit américain, français, européen, on a besoin d'avoir une assurance, d'avoir une garantie qu'elle ne soit pas piratée, c'est-à-dire que l'hébergeur mette tout en œuvre pour ne pas se faire attaquer. Donc ça, c'est la première exigence de nos citoyens, c'est une protection des données personnelles, déjà quand elles sont hébergées. Deuxième demande de nos citoyens, c'est d'être capable de récupérer ces données personnelles. J'ai confié à Facebook certaines données, je veux les récupérer et avoir l'assurance qu'il ne les garde, qu'il anonymise ces données-là et qu'il ne garde pas ces données à titre personnel et pouvant me tracer moi plus tard. Et troisièmement, j'aimerais savoir ce qu'on fait de mes données, à qui on les revend. Et j'aimerais pouvoir choisir de ce que je donne comme autorisation en matière d'usage de mes données personnelles. Est-ce que j'autorise à être pisté partout sur Google dès que je fais quelque chose avec mon portable ou est-ce que j'imagine que j'autorise l'usage de mes données, mais uniquement en matière de profilage? Je comprends les intentions. Et je pense que ces débats doivent avoir lieu naturellement avec les citoyens. Les politiques doivent s'emparer de ces sujets-là, mais ils doivent se mettre d'accord. Moi, je pense que le niveau européen est une bonne taille parce que le marché européen, c'est 500 millions de consommateurs au fort pouvoir d'achat. Et donc, c'est un marché qui est suffisamment important pour pouvoir dicter des règles et les imposer commercialement à des géants de l'Internet qui sont aujourd'hui majoritairement américains. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Comment arriver à leur dicter des règles? Comment arriver à quand être vous avez 500 entendu? millions de consommateurs, ça commence à les intéresser. En plus, fort pouvoir d'achat. Et ce que les analyses et les études montrent, que les marges de ces géants de l'américain sont majoritairement faits en Europe. Ouais, si ce n'est que comment on s'y prend? Moi, c'est la question que je me pose. Gwendal Rouillard. Ouais, 3 remarques. La première par rapport à l'affaire Echelon jusqu'à l'affaire Prism, puisque finalement c'est 20 ans, 30 ans de stratégie des États-Unis. Moi, ce que je retiens de ces affaires successives et des pratiques qui en ont découlé, c'est les liens consubstantiels entre l'État américain et les entreprises américaines pour servir une même stratégie. Entre le Pentagone, Google, Apple et bien des entreprises américaines. La deuxième remarque, si je reviens à la France met en œuvre actuellement, dans le cadre de la loi de programmation militaire, son pacte cyberdéfense. 50 mesures, centrées sur 3 volets: formation pour répondre aux besoins des entreprises, former des personnels, la recherche et le soutien aux grands groupes et aux PME, fonds propres et bien d'autres dispositifs. Le fil conducteur, me semble-t-il, du pacte cyberdéfense, c'est l'éthique. Et parmi les discussions qu'on va avoir ces prochains mois au Parlement, loi de programmation militaire, loi sur le renseignement, ce mot d'éthique est central. Parce que la France, d'un côté, doit garantir son autonomie stratégique par sa loi de programmation militaire, par l'ANSSI, par les annonces aujourd'hui prises en Conseil de défense, par le renforcement des capacités en cyber du ministère de l'Intérieur, c'est encore aujourd'hui les annonces, et dans le même temps, pratiquer une forme d'éthique comme on pratique l'éthique sur les théâtres extérieurs, au Mali, en Centrafrique ou en Irak. Et tout ceci doit alimenter le débat citoyen. Et troisièmement, comment faire? Les défis qui sont devant nous pour être à la fois sur le plan stratégique et en même temps sur le plan technique. Quand j'écoute les discussions entre nous, entre politiques, militaires, industriels, entreprises, toute la journée, citoyens, les 4 défis qui sont devant nous pour permettre à la France de se réapproprier en partie les données personnelles, permettre à la France de donner des leviers à ses concitoyens pour se réapproprier leurs données. Les 4 défis qui sont devant nous et qui vont faire débat à Paris et à Bruxelles dans les semaines à venir, dans la perspective du Conseil européen de défense et dans la perspective des discussions du paquet Juncker des 300 milliards. Ces 4 sujets, quid d'un système d'exploitation en France et en Europe?
Quid du cloud? Quid du big data? Et quid des moteurs de recherche? Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ces 4 chantiers sont clairement posés sur la table aujourd'hui. Et le vœu que je formule, puisque c'est la période des vœux, c'est que, collectivement, notre communauté nationale puisse s'investir de manière réactive, parce que c'est maintenant que ça se joue. Alors, on ne manque pas d'atouts, parce qu'on a des compétences et des savoir-faire dans nos entreprises. Encore faut-il jouer collectivement ces cartes, et c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue, vous dites, ça fait longtemps qu'on en parle, donc il y a une prise de conscience. Si vous avez une réaction, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez hein, sur ce qui a été dit ou si vous voulez qu'on complète. On va faire un petit clin d'œil puis à ce tweet qui nous dit peut-on imaginer souscrire des assurances contre le vol de données? Ça c'est pour le clin d'œil. Je réponds oui. Oui, vous dites oui. J'ai une société dans ma circonscription qui vend des assurances dans le domaine de la cybersécurité et contre le vol de données. Voilà. Je ne sais pas quel type de valeur. Moi, ce que je voudrais, c'est... Alors là, effectivement, vous nous avez donné le cadre, l'évolution. On saisit bien vers quoi vous tendez. La question, c'est... Non, mais moi j'ai entendu 2 choses sur le big data et le cloud. On peut donner un cadre de protection des données personnelles et ça rejoint ce que j'ai dit. Sur le système d'exploitation et le moteur de recherche, c'est pas parce qu'on va mettre des milliards en Europe qu'on arrivera à concurrencer Google. Hein. Ça, j'y crois pas une seconde, moi. Je pense que c'est pas de la bonne utilisation d'argent public au niveau européen. Mais on peut en débattre, hein, mais je pense que l'innovation numérique ne se décrète pas, elle ne se conçoit pas d'en haut et de cette façon-là. Je pense que ça serait plus utile qu'on réfléchisse à l'usage des données personnelles et ce qu'on autorise en termes d'usage des données personnelles. On peut très bien imaginer savoir où se trouvent les données personnelles sur Internet et que ces données personnelles, l'Europe exige certaines normes de protection, mais imaginez que parce qu'on va décider au niveau du programme Juncker de faire un nouveau moteur de recherche pour concurrencer Google, un moteur de recherche européen, j'ai du mal à souscrire à cette idée-là. En tout cas, le tweet est encore plus précis. Celui qui arrive là, c'est avant de définir quoi que ce soit, que veut faire la France au niveau cyber. Au moins, ça permettrait de définir un cadre français. Vous vouliez intervenir, Bernard? Oui, je voulais juste réagir par rapport à la question qui vient d'être posée à l'instant concernant l'usage que l'on fait des données, à qui appartiennent les données, où sont les données, etc., etc. Les données, en finale, et on parle de souveraineté, à un moment donné, la souveraineté, c'est une souveraineté citoyenne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté des données, la souveraineté numérique, en finale, elle est conférée à un État. Mais en finale, elle appartient aux citoyens. Donc il est absolument légitime d'imaginer que les données appartiennent à chaque citoyen. Donc dans un cadre tel que celui-là, on peut imaginer tout un tas d'évolutions. On peut imaginer de faire appel à de la co-régulation, on peut imaginer que les sociétés s'auto-régulent, mais si on est réaliste, je pense que la régulation sera nécessaire dans ce domaine. Régulation qui, pour avoir un quelconque poids, ne peut, à mon sens, que se manifester et s'instancier au niveau européen. Il y a un projet de réglementation européenne concernant le sujet du respect de la vie privée, qui prévoit ou qui prévoyait dans la façon dont les textes étaient établis avant l'ancienne mandature, donc la question c'est de savoir exactement comment les choses vont évoluer avec la nouvelle, mais qui prévoyait une sanction pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise prise, entre guillemets, la main dans le pot de confiture. Donc, ce sont des éléments qui sont de nature, quelle que soit la société, et en particulier quand elle est cotée en bourse, parce qu'à un moment donné, le patron de l'entreprise doit des comptes à ses actionnaires, doit prendre les mesures qui permettent de respecter cette réglementation, que ça lui plaise ou non. Parce que l'amende est tellement dissuasive que n'importe quelle société, quelle que soit sa taille, fût-elle américaine ou pas, devra effectivement se conformer à cette réglementation. D'autant plus que la réglementation, c'est un tout petit peu subtil, mais elle s'applique instantanément dans l'ensemble des législations des pays européens. Donc il n'y a pas une notion de retranscrire dans le droit de chacun des pays. On n'est pas dans le cas d'une directive. Donc si effectivement l'Europe va dans cette direction-là, elle se dote de facto des moyens de redonner
à chacun des citoyens leur souveraineté numérique. Et je pense que c'est effectivement de nature à faire évoluer globalement le marché, non seulement au niveau européen, mais à l'échelle mondiale, parce que, comme le disait très justement Laure de la Raudière à l'instant, c'est vrai que sur le plan économique, l'Europe pèse beaucoup dans les comptes d'exploitation de ces sociétés, quelles qu'elles soient, Microsoft y compris. Didier Truss, vous voulez rebondir. Duncan Campbell, vous intervenez aussi quand vous voulez. Hein. Vous prenez la parole si vous le voulez. Hein. Vous me faites signe, je vous donne le micro. Non, c'est juste quand j'ai dit qu'il va falloir légiférer ça au niveau international, on m'a dit c'est utopique, mais finalement le marché européen c'est déjà pas mal. Si on pouvait arriver au niveau européen, et derrière ce que je voulais dire, la législation, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais chaque fois qu'on se connecte sur un des sites des GAFA, finalement on nous demande d'accepter leurs conditions. 74 pages qu'on ne lit pas et on clique tous « agree ». Et pendant ce temps-là, il y a une collecte massive de nos données qui sont prises et qui sont finalement disséminées, comme vous l'avez dit, partout dans le monde. Moi, je pense qu'on n'est qu'au début, parce que la révolution devant nous, qui est la révolution des objets connectés, va collecter encore plus de données. Et donc, il faut absolument qu'on puisse, et je vous rejoins, ces données nous appartiennent. Comment fait-on pour qu'elles nous restent, qu'elles nous appartiennent? Parce que si finalement chacun d'entre nous doit essayer de trouver le moyen de garder ces données, ça va être compliqué. Et donc il faut qu'on puisse trouver un cadre qui permette de récupérer finalement ces données, d'avoir le contrôle de nos données. Oui, mais ça paraît excessivement Oui, complexe, mais je pense voire impossible. Oui, mais regardez, quand vous signez à chaque fois Agreed, finalement... Je suis d'accord, mais après ça veut dire qu'on va se freiner soi-même, qu'on va plus rien faire, qu'on va plus peut-être... Parce que les réseaux sociaux, c'est pas que des grands méchants loups non plus. Non. Mais c'est totalement... Non, mais je ne suis pas en train de dire méchant ou pas méchant, c'est juste mes données que j'ai envie finalement de partager, et notamment avec les objets connectés. À un moment, je veux pouvoir les contrôler, je veux pouvoir les récupérer, je veux être sûr qu'elles m'appartiennent. C'est dans ce cadre-là. Et je veux juste rebondir sur... On ne va pas réinventer demain un moteur, on ne va pas refaire un Google européen. Je partage d'ailleurs cette analyse. Mais par contre... On a énormément d'entreprises, et on va commencer par nos entreprises françaises, qui sont généralement d'excellentes startups. On les a tous vues la semaine dernière à Las Vegas, qui présentaient les objets connectés. Il n'y a pas longtemps, on discutait avec le président d'Accenture, qui lui a des sites partout dans le monde. Chaque année, bien sûr, ils auditent leur site de développement, et chaque année revient sur la table finalement le site de développement en France, qui coûte cher. Chaque année, à la fin de l'étude, le site de développement qu'il a en France est tout en haut des tableaux, parce que c'est un site qui, en termes de développement, de productivité, produit ce qu'il y a de meilleur au niveau d'Accenture. Donc on a les sociétés, on a la capacité de développer finalement, et si on arrivait à étendre ça au niveau européen, et quand on discute avec toutes les startups, qu'est-ce qu'elles demandent? Est-ce que je peux développer sur mon marché national et pouvoir atteindre finalement le marché européen? Et donc, on ne va peut-être pas développer le Google de demain, mais on peut certainement investir le monde des objets. Et si en plus on protège finalement nos données, on a là un vecteur finalement de croissance, encore une fois, qui est devant nous. Voilà. J'aime beaucoup ce tweet. On a bien réussi à réguler l'espace au niveau international sans perte de souveraineté. Pourquoi le numérique est si compliqué? Parce que je trouve ça plus... Il y a 60 millions de Français, il n'y a pas... voilà, il y a quand même... au moment où on a régulé l'espace, je pense, aérien, il y avait moins d'utilisateurs de cet espace. Peut-être, c'est une piste. Oui, allez-y. Juste un mot par rapport aux militaires, pardon de faire Monsieur Défense. Sur les législations internationales, sur le volet défense et sur le volet militaire, nous avons un début de droit international avec la Convention de Budapest. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur le volet civil, impulsé par les pays de l'OTAN, renforcé depuis l'épisode de l'Estonie en 2007. Je rappelle que cette Convention de Budapest est par ailleurs signée par d'autres pays du monde, en particulier l'Australie et le Japon, ce qui signifie que ces discussions sont possibles. Alors, je suis parfaitement réaliste sur les limites de l'exercice. Je comprends le sens du propos de Laure. Je dis simplement qu'il n'est pas interdit aux civils, je schématise, de s'inspirer des bonnes pratiques militaires, puisque ces dernières années, la Convention de Budapest a été éprouvée positivement par les pays concernés, et en particulier par les pays membres de l'OTAN. Je voudrais qu'on essaie quand même d'aller un tout petit peu plus loin sur cette part de souveraineté d'État dans le numérique. Je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Tout à l'heure, j'écoutais Pierre Bélanger qui donnait un keynote juste à côté, et lui, il nous expliquait tout simplement qu'aujourd'hui, les données ne sont plus isolées,
donc exploitable assez facilement, et plutôt, puisqu'il considère, lui, que les réseaux sont devenus un État, plutôt que de laisser l'anarchie sur cet État, autant y mettre une dose de souveraineté nationale sur ces réseaux. Je trouve la réflexion intéressante, ce à quoi je lui ai dit, mais ça ressemble à quoi? Il me dit, autant s'appuyer déjà sur les lois républicaines, pour essayer de l'adapter, de le retranscrire ensuite sur le numérique. C'est une réflexion qui ne m'appartient pas, je trouvais que c'était intéressant, c'était peut-être une manière d'aborder cette question assez complexe. Comment vous voyez les choses si on devait là se dire quelle est la part de souveraineté nationale dans le numérique, à votre avis? Là, je vous ai laissé sans voix. Pour faire avancer le débat, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Duncan Campbell. I think one of the topics that would helpfully be addressed is what we commonly call in English net neutrality. And that is the concept which is sort of embodied in the idealism of a universal communications medium. And that certainly plays into the topic you have here. The most serious examples of interference with what we would call neutrality either amount to blocking or controlling traffic, or surveilling it, or interfering with it. Now, until the last 2 years, probably the most serious example was the Great Firewall of China. There is now quite a lot of pressure throughout Europe to put the blame and the burden on communications companies to start controlling what is sent over the internet. And this is an attack on a principle that was well established in litigation when communications first came to go down copper wires. The idea that the common carrier did not have responsibility. Now, the boundaries of the internet seem to have challenged that and may end up subverting it all to the large distress, I think, of most users, but maybe to the satisfaction of certain political or interested elements. In the first place, if interference is to become possible, it becomes no longer the common communications medium. The technologies that are in place now that can do sophisticated manipulation and selection of traffic according to destination were by and large technically infeasible when the first connections were being made in the mid-1990s. They are now hugely feasible. And what we've also learned, as I was saying earlier, is that mass surveillance, but also secret interference is possible. So suddenly you've gone from a universal trusted medium to an untrustworthy, insecure, interfered with medium. And the central issue, I think, especially for our elected representatives who are here, is that there's just one divide that you cannot escape from. Are you for allowing undefeatable security over communication systems? If you say yes, you defend our businesses, you defend our private information, you defend our security, but you also deny people like Cameron, who is calling for, we must be able to break into anything. People like Schneier, who spoke here earlier, will tell you that once you break security for one, you break security for everything. The downside for society is that we become more cyber attacks, we lose more personal information, our economies suffer, and so on. But the challenge, and it's a difficult one if you're in public life, is to say that is the greater good. And we realize that we can never stop all crime. We can never stop the bad people communicating. We can't stop them using cars, boats, and planes, and we can't stop them using security systems and the internet. But it takes a lot of courage to say that, to protect the neutrality and worth of the net. So I wondered, with respect to the chairman, how our colleagues feel. Ça vous inspire un commentaire? Parce qu'en fait, on pourrait le résumer par liberté et sécurité sont-ils compatibles, quoi? Je fais simple. Je fais simple, hein, volontairement. Oui, la réponse est oui, même si c'est difficile de positionner le curseur. Si on prend deux exemples
Depuis plusieurs années, la France a développé son agence spécialisée, si je puis dire, l'ANSSI, dont on n'a pas encore parlé. 400 personnels aujourd'hui qui sont mobilisés au quotidien pour participer à notre sécurité informatique, notre sécurité numérique. 400 personnels aujourd'hui, 700 personnels en 2017. Pour le ministère de la Défense, je le disais, je salue à la fois le ministre Jean-Marc Todeschini qui vient d'arriver, l'amiral Coustillère qui est là. Salut, on donnera la parole. Chaque jour, leurs équipes, avec les équipes de Jean-Yves Le Drian, se mobilisent pour participer à cette sécurité. Dans nos territoires, je salue les responsables du pôle cyber Bretagne, entre les volets que j'évoquais tout à l'heure, formation, entreprise et recherche, ça participe de la souveraineté. Et donc on voit bien qu'on est entre surveillance, veille, capacité de mobilisation d'un pays et en même temps capacité à discerner. Et pour reprendre les discussions que j'ai eues aujourd'hui, mettons du rationnel dans ces débats. Un incident informatique n'est pas une attaque informatique. Une attaque informatique n'est pas une agression informatique. Un groupe face à nous n'est pas forcément un État. Voilà. Et donc, il faut aussi qu'on ait du discernement par rapport à ce débat sur la souveraineté et sur ce lien sécurité, liberté, et je rajoute en permanence éthique, parce que pour les Français, ce mot d'éthique n'est pas simplement un mot, mais des pratiques qui en découlent, et c'est important qu'on le situe bien durant ces discussions. Si l'année prochaine on fait le même débat, on aura avancé sur cette question-là, parce que j'ai un peu le sentiment, pour rejoindre ce que disait Didier Trotte, tout ça est très jeune finalement, et on se cherche un peu, ça s'accélère du fait de l'événement, mais on fera le même débat où on aura vraiment avancé. Il y a un sujet quand même qu'on a peu abordé concrètement, c'est que sur certains sujets, les États laissent des sociétés privées dire ce qui est bon en matière de protection des données ou en matière de droit à l'oubli. Donc en fait, moi je rejoins Gwendal sur le fait que c'est aux politiques, au gouvernement de dire ce qu'ils veulent. C'est pas à Google, Facebook de nous expliquer qu'ils protègent notre vie privée, qu'ils ont mis en place un droit à l'oubli. Voilà. En même temps, je n'ai pas bien compris ce que voulait le gouvernement jusqu'à présent. Non, mais c'est extrêmement important de le rappeler parce que aujourd'hui, de temps en temps, on se dit, on demande en fait un petit peu à Google, Facebook ou Twitter d'aller effectuer cette police privée pour nous. Ça, moi, j'y suis vraiment opposée. C'est à nous de définir ce qu'on veut et à regarder, alors je pense encore une fois au niveau européen, comment on met ça en œuvre. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas seul. Et c'est en travaillant en bilatéral avec les Allemands qui sont extrêmement sensibilisés sur le sujet des données personnelles, mais avec les Espagnols aussi, avec les Italiens, avec tous nos partenaires européens, qu'on pourra, et au niveau des chefs d'État, c'est-à-dire que c'est bien sûr les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur, c'est à ce niveau-là et au niveau des chefs d'État européens qu'il faut que ça soit discuté. Ce n'est pas à la Commission européenne d'essayer de régler ces enjeux-là avec des discussions avec des acteurs américains. Ces discussions ont lieu, excusez-moi, mais j'ai l'impression d'entendre ça depuis 2, 3 ans, 4 ans, voire plus. Elles ont lieu réellement, il y a des travaux, des avancées. Après les dramatiques attentats à Paris, on voit une accélération. Il y a eu un tournant en 2014. Vous parlez de 3-4 ans, je ne suis pas d'accord. Il y a eu un tournant en 2014 parce que fin 2013, il y a eu l'affaire Snowden. Et l'affaire Snowden, ça a été un révélateur, en particulier pour les Allemands. Au très haut niveau, Angela Merkel a été très sensibilisée. Et ça a fait boule de neige en Europe. Donc les discussions sur ces enjeux au plus haut niveau des États, c'est relativement récent. Je ne parle pas des attaques informatiques des États. Ça a été bien sûr identifié comme un enjeu de défense depuis plus longtemps, puisque ça a été rappelé dans le livre blanc de la défense nationale de 2008. Mais je parle de la protection des données personnelles des citoyens, des écoutes généralisées, de ces sujets. Ça a été vraiment la prise de conscience et les débats au niveau européen, moi je trouve, datent plutôt de 2014. Voilà, pour le Twitter, la souveraineté numérique passe par une maîtrise des logiciels, du champ des perceptions, mais aussi du matériel. Possible pour la France, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. On va faire un dernier tour de table, ce sera un petit peu le mot de la conclusion. J'aimerais peut-être une idée forte qui pourrait ressortir de ce thème qui nous anime. On le voit, on est au début.
J'espère que l'année prochaine, si on fait cette même discussion, on aura des choses beaucoup plus concrètes, que ce soit pour l'usager, pour les entreprises, et puis pour cette toile, et ce numérique avec un cadre. On essaiera d'y voir un petit peu plus clair. On compte sur vous hein, pour que vous nous éclairiez un petit peu. Je vais commencer avec vous, Didier Truc. Ça sera un petit peu le mot de la conclusion, peut-être les perspectives. Non, mais à la question que vous avez posée, est-ce que l'an prochain, on aura progressé? Moi, je suis assez optimiste. Je dis oui, je rejoins Laure de la Raudière. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience en 2014. Je reste optimiste c'est pas optimiste, je suis réaliste sur la technologie. Elle va continuer à évoluer. Et alors, peut-être pour ramener quelque chose de plus concret, il y a juste un règlement européen qui a été voté là en mai ou en juin 2014, qui s'appelle IDAS. Nous, France, il va falloir qu'on réponde et qu'on mette en place ce règlement européen qui uniquement, finalement, va nous permettre, entre tous les États européens, d'échanger un certain nombre de reconnaître, on va dire, les documents, ou enfin la dématérialisation des autres États. Voilà, c'est aussi une question en France d'aller voir quelles solutions on veut mettre en place, nous, pour participer et effectivement je veux dire, œuvrer hein, au niveau Europe à travers ce règlement. Et j'ai vu un tweet qui était passé tout à l'heure en disant et l'identité digitale, Oui. il va falloir qu'à un moment on la mette aussi sur la table. Alors il y avait souveraine, moi je pense que les identités elles sont multiples à travers les réseaux. Ça serait dommage qu'à la fin, les seuls qui fournissent des identités sont les GAFA et qu'on n'ait pas d'autres formes d'identité pour nos citoyens. Voilà, j'aimerais bien, si la question était posée l'an prochain, qu'on puisse l'adresser à nouveau. Voilà, c'était l'identité numérique souveraine, c'était pour faire la différence effectivement par rapport au GAFA. Bernard Orgueillan. Je voudrais juste terminer par deux commentaires. Le premier, c'est que on a parlé de l'évolution de la réglementation européenne. On appelle de nos voeux cette évolution de réglementation européenne. Parce que le gros intérêt qu'elle a, c'est que contrairement à ce qui était mentionné sur le fait qu'on est simplement un clic par lequel on va accepter des conditions d'utilisation de nos données privées, là, on va aller au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire reposer la responsabilité et l'éthique de l'utilisation de ces données sur les entreprises qui les auront collectées, avec potentiellement des pénalités financières extrêmement lourdes. Donc là, on renverse la responsabilité. La responsabilité n'est pas simplement sur les épaules du citoyen, elle est aussi sur les épaules de ces sociétés. Et puis, un élément que je vais jeter à la réflexion. On a beaucoup parlé d'un équilibre subtil à trouver entre liberté et sécurité. Ce n'est pas un débat qui date d'hier. Je renvoie aux satires de Juvénal et à la République de Platon. Et une phrase que je trouve extrêmement intéressante dans ces satires de Juvénal, je vais la faire en français pour éviter de citer le latin, « Qui gardera ses gardiens ?» Une des questions qui est posée par l'affaire Snowden, c'est que pour être très clair, la NSA a délibérément violé la loi américaine. Le problème, c'est que derrière, il n'y a eu aucun contrôle démocratique de l'utilisation de cette loi. Et donc, une des questions qui est posée dans les pays démocratiques, et la France en particulier, à partir du moment où nous, citoyens, donnons à nos gouvernants le pouvoir de diminuer notre liberté pour nous donner plus de sécurité, il faut que ça soit fait sous un contrôle démocratique extrêmement strict. Contrôle qui peut être amélioré. Bravo, merci. Pour faire la transition, deux, trois choses. Le Parlement mobilise une partie de ses élus au sein de la Commission nationale du renseignement. Et depuis plusieurs années, je constate que ça fonctionne bien, même si nous devons améliorer le dispositif et certainement les modalités de contrôle démocratique. Deuxièmement, quand la France demande aujourd'hui à Facebook de retirer des vidéos, par exemple, de décapitation, ça se fait. Je dis ça parce que ces dernières années, nous avons progressé, gouvernement après gouvernement. Pour autant, et je le reconnais, le chantier est encore largement devant nous. Et il faut se le dire clairement, et vous avez raison d'insister sur ce point. Deux derniers éléments, produisons du droit, chacun l'a bien compris, en France, en Europe et au niveau international. Et dernier mot, je le disais il y a 2-3 ans à Nantes lors d'un forum sur la cybersécurité en disant que chaque citoyen est détenteur d'une part de la souveraineté nationale. Et c'est plus que jamais d'actualité. Alors voici quelques années, on rigolait quand on prononçait ce genre de phrase.
On peut toujours rigoler d'ailleurs, il faut garder le sens de l'humour. Mais quand on dit que chaque citoyen détient sa part de souveraineté nationale, c'est vrai. Alors le dernier mot, c'est l'esprit du 11 janvier. La République s'est réveillée le 11 janvier. Je souhaite que la République reste éveillée durablement et on est en première ligne en matière de cybersécurité. C'est le vœu que je formule pour les prochaines années. Merci beaucoup, Laure de la Raudière. Un mot, puis ce sera le mot de la fin avec Duncan Campbell tout à l'heure, mais je vous donne la parole. Un mot de la fin pour dire qu'en fait, nous devons défendre notre civilisation. Un petit peu comme lors du 11 janvier, les citoyens se sont réveillés pour défendre les valeurs de notre République face à des choix de civilisation profondément différents des terroristes. Nous devons aussi savoir quelle civilisation on va défendre demain dans ce monde numérique. Je parle, quelle est la valeur de la vie privée demain? Est-ce qu'on achète celle du PDG de Google qui dit qu'il n'y aura plus de vie privée? Ou est-ce qu'on se dit que c'est le premier espace de liberté, la vie privée et le respect de la vie privée? C'est le premier espace de liberté. Est-ce qu'on achète une vision transhumanisme de la société où on serait capable, par une bonne sélection de génomes, de savoir jouer sur les capacités intellectuelles des enfants à venir? Est-ce qu'on accepte ça alors qu'il y a des travaux en cours sur l'intelligence artificielle et tous ces deux-là? Ou est-ce qu'on définit une éthique commune et on s'y tient? Est-ce qu'on accepte aussi d'avoir finalement mis à mal de notre solidarité assurantielle avec finalement la capacité qu'auront demain les assureurs à avoir des offres personnalisées en fonction de chaque individu? Ou est-ce qu'on mutualise comme aujourd'hui le risque sur un plus grand nombre de personnes? C'est ces questions-là que le politique doit adresser. Ces questions-là, il doit y réfléchir naturellement au niveau franco-français pour qu'on puisse porter ces ambitions-là et les partager avec nos partenaires européens et dicter des règles extrêmement importante pour défendre notre civilisation et notre façon de la vivre. Merci beaucoup, Duncan Campbell. Le mot de la fin, il est pour vous. Vous avez fait le déplacement pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. La conclusion. Madam mentioned the European experiment, and I think that the success of it, and I think that's an appropriate point to dwell on if you reflect on sovereignty. Half a century ago, we had boundaries that divided us, secret establishments that did not share, and allowed the fomenting of factions and organizations which kept things deeply secret. I think you can look at the European integration, for all its difficulties, as superbly removing that, creating transparencies and creating real value by removing the divisions. So that too should apply to communications. Put walls around the internet and you diminish culture and economy for all. But there is also a fight, and there is a fight those who deliver the politics of fear. Fear will never go away. We've had good lectures, including from like Bush Schneier, about how the difficult ways that human looks at fear and how easy it is to exploit fear of technology, or fear of bad people, or fear of the dark. The gains we get from an internet and a digital economy and a digital infrastructure that works and sings and dances far outweigh the harm, just as it does with transport. And I hope that Europe, despite the whinges from my country and France, will take a lead in that in the years ahead. Thank you. Merci beaucoup, on peut tous les applaudir. Merci d'avoir participé à cette plénière. Je vais vous demander de regagner vos places. Pas simple le thème, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion l'année prochaine d'en refaire un parce que ça va être très intéressant. En tout cas, merci beaucoup